Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur le merchandising des rayons, c'est-à-dire sur toutes les techniques d'implantation des produits qui permettent d'optimiser les ventes. Alors, en préambule, il faut rappeler que le linéaire a deux fonctions. Une fonction qu'on qualifie plutôt de fonction passive, qui consiste en fait à stocker les produits, hein. Les linéaires représentent un espace de stockage de la marchandise qui est mis à disposition des consommateurs. Mais la deuxième vocation d'un linéaire, c'est de valoriser les produits, de donner envie, d'inciter à l'achat. Donc, il peut aussi être entendu comme un support actif de vente. Donc, nous allons successivement aborder l'organisation du rayon, puis l'animation du rayon. Autrement dit, comment on dispose les produits pour permettre aux clients de s'y retrouver du mieux possible. Et puis, comment ensuite on peut utiliser un certain nombre d'outils qui permettent d'animer les produits en linéaire. Alors, pour commencer sur l'organisation d'un rayon se fait selon une démarche en 4 étapes. Donc, la première étape consiste d'abord à identifier les clés d'entrée. Nous allons revenir sur la notion de clé d'entrée en prenant un exemple. C'est la première étape de la démarche d'organisation. Donc, on identifie dans un premier temps les clés d'entrée dans la famille de produits concernés. Dans un deuxième temps, on va choisir une façon de présenter les produits, un style de présentation parmi plusieurs possibilités qui s'offrent aux distributeurs. Là aussi, nous allons prendre un certain nombre d'exemples pour voir comment sont présentés les produits dans les rayons. Troisième étape, il va falloir définir l'emplacement de chacun des produits, donc se poser la question de savoir si on met plutôt les produits en haut, au niveau des mains, au niveau des pieds, plutôt en entrée de rayon, au milieu du rayon, en fin du rayon. Donc, il va falloir décider de la place que l'on va donner à chacun des produits à l'intérieur du rayon. Et enfin, il va falloir décider de la place que l'on alloue, donc que l'on donne à chacune des références. Est-ce qu'on lui donne une longueur de linéaire importante ou une petite longueur de linéaire? Et ça, c'est une décision qui se prend au regard du potentiel de vente des produits ou de la réalité des ventes des produits. Plus un produit se vend, plus on va lui donner de place en linéaire. Donc, cette démarche, elle nous amène à construire un planogramme. C'est un outil visuel qui permet en fait de représenter l'architecture du rayon avec l'emplacement de chacun des produits, chacune des références à l'intérieur du rayon. Alors, un premier exemple, voici deux exemples de planogrammes pour la famille dentifrice et brosse à dents. Vous voyez sur la partie gauche que le choix du chef de rayon a été de positionner plutôt les dentifrices à hauteur des yeux et les brosses à dents en bas. À l'opposé, à droite, on vend les mêmes produits, mais on décide de positionner plutôt les dentifrices en bas et les brosses à dents en haut. Donc, tout dépend en fait des informations que l'on a sur la façon dont le consommateur rentre dans le rayon, regarde dans le rayon, sachant que les produits qui sont les plus visibles sont les produits qui sont à hauteur des yeux. Un autre exemple, ici dans un rayon jardinerie, vous voyez que le planogramme rend compte d'une stratégie de cross-selling, donc de marketing croisé, de merchandising croisé, puisque l'option a été, plutôt que de mettre tous les sachets de terre ensemble, tous les ustensiles de jardinage ensemble, etc., etc., on a mis ici tout ce qui permettait de planter des fleurs. Donc, vous voyez que vous avez à côté à la fois de la terre, des pots, des graines, de l'engrais et puis des accessoires pour pouvoir faire ces pots. Donc, on met à côté des produits qui sont des produits complémentaires, hein, pour suggérer des idées de produits complémentaires aux consommateurs. Et donc là, on a l'architecture du rayon tel qu'il va apparaître et que le chef de rayon va suivre pour pouvoir implanter ces produits dans son rayon. Donc, voici deux exemples de planogrammes.
Alors, on va commencer à s'intéresser à la démarche en revenant sur la première clé d'entrée qui est l'identification, donc la première étape de la démarche qui est l'identification des clés d'entrée. Donc, une clé d'entrée, c'est quoi? C'est un critère de segmentation qui va être utilisé par les distributeurs pour organiser et disposer les produits au sein d'une famille de produits ou au sein d'un rayon. L'objectif est de reprendre la logique du client en se posant la question de savoir quel est, quand il rentre dans un rayon, quel est le premier critère qui est important pour lui. Ici, pour le rayon vin, la première clé d'entrée en général qui est utilisée est la couleur. Autrement dit, un consommateur qui rentre dans le rayon des vins pour pouvoir venir faire un achat, en général, il a priori une idée sur le type de vin qu'il vient acheter. Plutôt du vin rouge, plutôt du rosé, plutôt du blanc, plutôt un champagne ou un vin effervescent. Donc la couleur est en général le premier critère qui organise l'acte d'achat du consommateur. Quand on rentre dans le rayon et qu'on a l'idée d'acheter un vin rouge, la deuxième clé d'entrée en général est la région de production. Donc quand on rentre, on a plutôt tendance à aller regarder quels sont les produits qui sont proposés dans les Bordeaux, ou alors dans les Bourgognes, ou alors dans les Beaujolais, les vins de Loire, etc., etc. Et la troisième clé d'entrée est plutôt le niveau de gamme. Donc, à l'intérieur de l'offre de vin rouge Bordeaux qui est proposée, le consommateur va aller choisir plutôt un vin pas très cher, un petit peu plus cher ou vraiment plus cher parce qu'il cherche un vin de qualité. Donc, voilà à quoi correspond la manière, l'utilisation des clés d'entrée qui reprend en fait la démarche, la logique du consommateur quand il rentre dans un rayon. Ici, un exemple, chez Uniqlo, les clés d'entrée qui sont en général utilisées par Uniqlo, la première clé d'entrée est la couleur. L'organisation se fait en fonction de la couleur. Ici, une autre façon d'organiser le rayon dans les produits traiteurs. Vous voyez que le choix du chef de rayon a été de classer en entrée de rayon tout ce qui concernait les produits à emporter, donc les sandwichs et les salades, puis tous les produits qui relèvent plutôt de la convivialité, les produits apéritifs, les pâtés, les rillettes, puis ensuite tous les produits du quotidien avec des jambons et des croque-monsieur qui se consomment au quotidien et de manière assez facile, assez rapide, puis ensuite les plats cuisinés, puis enfin les produits à préparer, donc tout ce qui permet de préparer par exemple une quiche, pâte à tarte, lardon par exemple. Donc ici, la clé d'entrée, la première clé d'entrée qui a été utilisée est la situation d'usage. Donc on se met à la place du consommateur et on se dit quand le consommateur rentre dans le rayon traiteur, il va plutôt aller regarder les produits en fonction de la manière dont il va les utiliser, donc la situation d'usage. Deuxième étape de la démarche, il s'agit de choisir un style de présentation. Donc, il y a différentes façons de choisir, d'implanter les produits, de présenter les produits. Par exemple, ici, on a une implantation qui est une implantation horizontale. Donc, quand vous regardez la manière dont les références sont implantées, elles sont implantées sur le même niveau. Une référence est implantée sur une même tablette, mais sur une longueur assez importante. Ici à droite, c'est la même chose pour les shampoings Head and Shoulders. La même référence est implantée sur une seule tablette, un seul niveau, donc une présentation qu'on qualifie de présentation horizontale. L'intérêt de cette présentation est de pouvoir, sur une seule hauteur, présenter une seule référence. Comme l'œil du consommateur se déplace de façon horizontale, si vous présentez une référence à hauteur des yeux, par exemple, le consommateur, quand il va avancer dans le rayon, il va voir la référence pendant plusieurs secondes. Donc, c'est une technique de présentation qui permet de mettre en valeur une marque en particulier. Si on veut mettre en valeur cette marque-là en particulier, on va la positionner à hauteur des yeux parce que c'est la hauteur qui est la plus visible.
et le consommateur va la voir pendant plusieurs secondes. Donc, c'est une présentation qui permet de valoriser, de mettre en avant une ou plusieurs marques en particulier. Très clairement, le produit qui est ici en bas, les produits qui sont à hauteur du sol sont des produits qui vont être beaucoup moins visibles. Donc, probablement ceux qu'on a soit le moins envie de vendre, soit on sait que ce sont des produits qui sont très recherchés par le consommateur et on met en général plutôt les produits d'entrée de gamme, les premiers prix. Donc, on sait que le consommateur va faire l'effort de se baisser pour les trouver. Autre style de présentation, une présentation qu'on appelle la présentation verticale. Donc, contrairement à ce que l'on vient de voir précédemment, les produits ici sont présentés sur des descentes verticales, ce qui permet, alors c'est une présentation qui a l'avantage d'être très organisée, le rayon est très propre, très clair, très visible. L'intérêt ici, ça n'est pas de mettre en avant une marque en particulier, mais de permettre au consommateur de voir plusieurs marques. Donc, comme il avance de manière horizontale, quand il va avancer devant le rayon ou devant la tête de gondole, il va successivement voir une marque, deux marques, trois marques. Donc, l'intérêt, c'est de montrer un maximum de produits au client. Autre style de présentation, c'est une présentation qui mixe les deux précédentes. Donc, qui mixe à la fois la présentation horizontale et la présentation verticale. On voit ici un produit qui est présenté sur deux niveaux, un produit qui est présenté sur un seul niveau, un produit qui est présenté à la fois sur deux niveaux ou sur un seul niveau, ici et ici. Donc, ici, on a un mélange des présentations horizontales et verticales, ce qui donne une impression beaucoup moins claire, beaucoup moins lisible du rayon que la présentation tout verticale ou tout horizontale. Donc, c'est une présentation qui est en général utilisée quand il y a une multitude de références parce qu'elle permet de présenter toutes les références en combinant les deux types de présentation. Mais vous voyez que ça rend le linéaire beaucoup moins lisible. Autre type de présentation, une présentation qu'on appelle la présentation en vrac. Donc, la présentation en vrac, c'est une présentation qui permet de faire des effets de masse et qui peut aussi bien être soit qualitative, soit utilisée pour vendre des produits petit prix, faire du déstockage, faire des opérations promotionnelles. Donc, c'est une présentation qui peut à la fois valoriser les produits. Ici, on a une présentation en vrac, là aussi, et vous voyez que la présentation est assez qualitative, assez jolie. D'autres types de présentations en vrac peuvent faire un petit peu moins jolie, qualitative. Donc, tout dépend souvent du support de présentation qui est utilisé. Quand on a un support de présentation qui est qualitatif, ici en bois, la présentation est beaucoup plus valorisante. Autre présentation, et ça c'est souvent utilisé soit pour faire des effets de masse quand on veut faire des opérations promotionnelles comme ce que vous avez ici, soit pour présenter des produits en les mettant dans les rayons de manière assez rapide parce que les produits sont lourds, très encombrants et que ça prend beaucoup de temps de les décharger de la palette pour pouvoir les mettre sur les rayons. C'est ce qu'on appelle l'implantation en gerbage. Donc là, on va gerber la palette. C'est pas très joli comme mot, mais c'est ce qui est utilisé dans les magasins. Donc, on va poser la palette directement du transpal, on va la poser dans les linéaires sans décharger la palette pour pouvoir la positionner dans les rayons. Ça permet de gagner du temps, ça va beaucoup plus vite. Ça permet aussi parfois pour les produits fragiles, je pense au liquide par exemple, d'éviter la casse. Et puis, c'est beaucoup utilisé aussi quand on fait des opérations promotionnelles et qu'on veut créer des effets de masse. Autre façon d'implanter les produits qui a été inspirée en fait par les hard discounters, c'est l'implantation qu'on appelle l'implantation en PAV, en prêt à vendre, donc l'implantation en carton. Le PAV, donc le prêt à vendre, c'est une implantation qui consiste à utiliser les cartons de transport
qu'on ouvre ou on enlève le dessus du carton et en fait, on rentre le carton qui a servi à transporter la marchandise, on s'en sert aussi de carton de présentation. Donc, on le met directement sur les rayons, ça évite de sortir les produits des cartons. Et donc, là aussi, hein, l'objectif est de gagner du temps. Mais vous voyez que en termes de valorisation, c'est pas très joli, hein. C'est une présentation qui est beaucoup moins qualitative que quand on sort les produits des cartons et qu'on les met sur le rayon. Vous avez aussi un autre style de présentation qui est sur broche, par exemple pour tous les produits scolaires, hein, les produits d'écriture, donc tous les produits qui nécessitent, alors pas seulement, hein, on va aussi le retrouver pour les produits de maquillage, pour les brosses à dents par exemple, donc tous les produits qui nécessitent d'être vus de face et qui ne peuvent pas tenir debout en fait dans le rayon, on va utiliser des broches, donc on met les produits sur broche. C'est aussi vrai pour le textile, où on va positionner les produits sur broche pour pouvoir les voir de face, plutôt que de plier un t-shirt et donc on ne voit pas comment il est quand il est en situation d'usage. Bah, on va le mettre sur des cintres pour pouvoir le positionner face au client. Et puis enfin, vous avez des présentations qui se font sur table. Donc là, on plie les produits, on les présente sur table. Donc là, vous voyez que vous avez une combinaison à la fois de produits sur table et sur cintre. Ici, des produits vendus chez Nature et Découverte où vous avez des présentations sur table, hein, qui sont en général privilégiées, avec des tables qui sont assez basses pour avoir une vision de haut. Troisième étape de la démarche de définition du planogramme, on va réfléchir à l'emplacement des produits. Alors l'emplacement, il se fait en termes de hauteur et il se fait en termes de place dans le rayon, en entrée de rayon, milieu de rayon ou fin de rayon. Donc on va d'abord commencer par la hauteur. Quand vous êtes devant un rayon, vous avez différents niveaux. Le niveau supérieur qui est au-delà de la tête, le niveau des yeux, le niveau des mains et le niveau des pieds. Alors c'est un niveau qui est assez important en termes de longueur puisqu'on n'a pas tous la même taille. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la hauteur des yeux, le niveau des yeux est le niveau qui est le plus vu, donc c'est le niveau le plus vendeur. Donc la valeur d'achat est très importante. Ça veut dire que quand on veut mettre un produit en évidence, quand on veut pousser des ventes, inciter le consommateur à voir les produits et à acheter, on va plutôt positionner les produits à hauteur des yeux. La hauteur des mains est une valeur qui est bonne, moyenne à bonne, mais c'est un petit peu plus bas, donc moins de visibilité. Le niveau supérieur, là aussi, il est plus facile de lever les yeux que de baisser les yeux. La hauteur des pieds a une valeur faible. Donc, en général, au niveau des pieds, on met plutôt les produits premier prix, PP, hein, premier prix. Donc, des produits qu'on ne cherche pas à vendre en particulier. Je vous rappelle que les produits premier prix ont à la fois une marge faible, mais une valeur unitaire faible. Donc, elles sont de nature à baisser le panier moyen. Donc, l'objectif du distributeur est plutôt de vendre d'autres types de produits que les produits premier prix. Donc, on met en bas plutôt les produits premier prix ou les produits lourds pour éviter d'avoir des produits lourds qui soient en hauteur et qui risquent de blesser le consommateur. À hauteur des mains, on met plutôt les marques nationales secondaires. Donc, c'est un niveau qui est assez visible, moins visible que le niveau des yeux, où on va plutôt privilégier les marques de distributeurs, puisque je vous rappelle que les marques de distributeurs génèrent des marges qui sont plus importantes que les autres produits. Donc, on va plutôt favoriser la visibilité des marques de distributeurs pour pouvoir augmenter les marges de la famille de produits. Et puis, au niveau supérieur, on met plutôt les marques nationales leaders. Alors ça, c'est une règle générale, mais évidemment, en fonction de la situation, en fonction de l'objectif du distributeur, on va pouvoir modifier l'implantation. Si le distributeur, le chef de rayon, à un moment donné, a des problèmes de vente et pas forcément des problèmes de marge, il va pouvoir décider de mettre des marques nationales leaders au niveau des yeux parce que ce sont des produits qui sont plus chers et qui vont lui permettre d'augmenter son panier moyen.
Et puis la réflexion, elle se fait aussi sur l'emplacement, pas seulement au niveau de la hauteur, mais au niveau de l'emplacement dans le rayon. Donc là, vous avez un dessin d'un rayon vu de haut, le rayon avec deux gondoles, vu d'en haut, avec un déplacement du client. Ici, dans l'allée, on est sur l'allée principale, l'allée transversale, et le client avance comme ça, passe devant une première tête de gondole et va rentrer dans le rayon comme ça. Donc ça, c'est le parcours, le chemin de déplacement du consommateur. Le consommateur, quand il rentre, il va y avoir donc un degré de visibilité du rayon qui va être différent en fonction de l'emplacement et de son avancée dans le rayon. En fait, quand là vous êtes sur les têtes de gondole, la visibilité est très très importante sur les têtes de gondole. Donc quand le client passe devant les têtes de gondole, il voit très bien les produits qui sont présents ici. Par contre, quand il va rentrer, en général, on rentre assez vite dans le rayon. On voit assez peu en général ce que vous avez à gauche, mais encore moins ce que vous avez à droite. Parce que quand on rentre par là, on voit mieux ce qu'on a en face. Là, il faut tourner la tête. Donc en fait, c'est une zone qu'on qualifie de zone très froide, puisque ce n'est pas une zone qui est regardée par le consommateur. Par contre, quand un consommateur rentre dans le rayon, en général, il s'arrête souvent au milieu. Donc c'est le milieu d'un rayon est une zone qui est beaucoup plus chaude puisqu'il est plus fréquenté naturellement par les clients. On rentre dans un rayon, souvent on laisse son caddie ici, on rentre et puis on ralentit et on passe plus de temps au milieu du rayon. Et comme on est rentré comme ça, en général, on voit plus ce qu'il y a à gauche que ce qu'il y a à droite parce qu'il faut faire un effort pour tourner la tête plus sur la droite. Et puis la zone qui est au bout du rayon est une zone froide parce qu'évidemment, le client ne va pas forcément avoir l'idée ou l'envie d'aller jusqu'au bout du rayon. En d'autres termes, ça veut dire qu'il faut travailler sur les produits que l'on va positionner, plutôt en zone froide, en zone chaude ou en zone froide au fond, pour pouvoir inciter le client à traverser l'intégralité du rayon. Donc, on va mettre en tête de gondole plutôt les produits promotionnels. On va mettre en zone froide ici plutôt des produits d'appel, c'est-à-dire des produits qui sont susceptibles de faire rentrer le client dans le rayon parce que ce sont des produits qu'il vient chercher. De la même façon, à la fin du rayon, au bout du rayon, on va aussi mettre des produits d'appel qui sont des produits qui sont recherchés par le consommateur. On va donc avoir des produits qui vont permettre de drainer le trafic jusqu'au bout du rayon. Et puis au milieu, on va mettre des produits qui relèvent d'achats d'impulsion, que le consommateur ne recherche pas forcément. Et comme il passe du temps ici, il y a une plus grande visibilité de ces produits-là. Donc, on va pouvoir inciter le consommateur à acheter des produits qu'il ne recherchait pas forcément en particulier. Ici, vous avez un exemple qui est l'implantation du rayon des laits, où vous voyez que le pôle enfant a été implanté en entrée de rayon pour pouvoir, on vend beaucoup de lait pour enfants, pour inciter le consommateur à rentrer dans le rayon. Et puis ensuite, on a les laits entiers biologiques, donc plutôt le pôle nature, puis le pôle bien-être qui ici relève plutôt de l'achat d'impulsion, qu'on met plutôt entre le biologique et le bien-être au milieu du rayon pour montrer ses références. Et puis à la fin du rayon, pour inciter le client à aller jusqu'au bout du rayon, on va mettre les laits demi-écrémés qui sont les laits les plus vendus dans un rayon. Donc on va mettre au bout du rayon les produits qui sont les plus recherchés pour inciter le client à aller jusqu'au bout du rayon. Donc on a ici des produits qui sont générateurs de trafic. Enfin, dernière étape de la démarche d'organisation du planogramme, il va falloir réfléchir à la longueur de linéaire que l'on affecte à chacun des produits. Donc, il va falloir allouer l'espace nécessaire à chacune des références de produits. Donc ici, on a deux références, pour prendre un exemple simple, une référence A en haut et une référence B en bas. Donc la référence A, c'est une référence qui a été positionnée sur le linéaire, sur une longueur de linéaire qui correspond aussi à un nombre de facings. Donc ici, on a pour la référence A 32 facings.
le nombre de facings est le nombre c'est la duplication de la référence A, donc le nombre de produits qui sont vus de face. Donc on a 32 références A que l'on voit de face, peu importe les produits que l'on a derrière. Donc on a 32 facings. Donc un nombre de facings important qui permet au client de voir le produit. Le produit a une bonne visibilité. Elle l'est encore plus sur la référence B, puisque la référence B a 48 facings. Donc, quand on parle de la place en linéaire, de l'allocation en linéaire, on peut parler du nombre de facings et on peut aussi parler du linéaire développé. Le linéaire développé, c'est la longueur de linéaire qui est accordée à chacune des références, alors qui peut être sur un étage qu'on appelle le linéaire au sol, donc c'est la longueur de présentation des produits sur une tablette, ici c'est un linéaire au sol, multiplié par 2 pour calculer le linéaire développé de la référence A. Donc on obtient pour la référence A, quand on sait qu'une largeur de gondole classique, c'est 1,33 m, c'est une taille standard pour les gondoles, on a la référence A qui est présentée sur un linéaire développé de 1,33 multiplié par 2 puisqu'elle est sur 2 tablettes, donc 2,66 de linéaire développé. Pour la référence B, on a un linéaire développé de 3,89 mètres, donc presque 4 mètres de linéaire développé, ce qui lui donne une surface de visibilité extrêmement importante pour la montrer aux consommateurs. Donc, cette réflexion sur la place que l'on alloue à chacune des marchandises, elle se fait en fonction de 3 éléments. Le premier élément, c'est la capacité de stockage nécessaire. Évidemment, plus une référence se vend, plus il va falloir lui donner de la place en linéaire pour éviter des ruptures. L'objectif, c'est d'avoir suffisamment de produits qui sont présentés dans les rayons pour éviter d'avoir à réapprovisionner 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Donc, on va calculer le nombre de références nécessaires à avoir dans le linéaire et donc le nombre de facings multiplié par le nombre de produits que vous avez derrière chacun des facings pour éviter d'avoir à réapprovisionner plusieurs fois par jour. Donc, la capacité de stockage est un premier indicateur qui nous permet de déterminer le nombre de facings. Le deuxième indicateur, c'est l'optimisation des ventes. Si on veut pousser un produit, inciter un produit, faciliter la vente d'un produit, on va le surexposer, on va lui donner plus de facings. Donc, si on veut optimiser les ventes d'un produit, on augmente son nombre de facings. Et puis, le deuxième indicateur, au-delà des ventes, c'est la rentabilité. Donc, si on veut améliorer la marge du rayon, on va surexposer les produits à forte marge. Donc, on va donner plus de facings pour des produits qui génèrent des marges unitaires qui sont plus importantes. La capacité de stockage, en général, c'est une contrainte, mais l'optimisation des ventes ou de la rentabilité, c'est un choix. C'est le distributeur qui va choisir de valoriser plutôt des produits à prix élevé pour pouvoir impacter le ticket moyen, ou alors des produits à forte marge pour pouvoir améliorer la rentabilité du rayon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir en général une longueur de linéaire minimum, sinon le produit ne se voit pas. Donc, pour donner de la visibilité à un produit, il faut qu'il y ait un nombre de facings minimum ou une longueur de linéaire minimum qui est ici. Plus on augmente, la règle c'est que plus on augmente la visibilité du produit et donc le nombre de facings, plus on augmente les quantités vendues, jusqu'à un certain seuil où on considère qu'arrivé à un certain niveau de facing, on n'augmentera pas les ventes. Donc, le consommateur n'achètera pas plus parce qu'on donne plus de place en linéaire. Ça, c'est un phénomène, l'augmentation des ventes liées à l'augmentation du facing. C'est un phénomène qu'on appelle le phénomène d'élasticité des ventes à l'emplacement, donc à l'espace. Donc, quand on augmente l'espace, les ventes augmentent également. C'est un phénomène d'élasticité des ventes à l'espace.
En hypermarché, on considère que pour qu'un produit soit vu, il faut à minima 20 cm de longueur de linéaire développé. Et en hypermarché, il faut au minimum 50 cm. En dessous de 50 cm, un produit ne se voit pas. Il y a beaucoup de produits dans un rayon. Le linéaire est très grand et en dessous de 50 cm, on considère qu'on ne voit pas le produit. Donc, quand on interroge les consommateurs sur les produits qui sont présents dans les linéaires, quand on est en dessous de 50 cm, les produits ne sont pas vus. Le principe, c'est qu'en général, c'est ce que l'on disait précédemment, l'allocation du linéaire, elle se fait selon un principe de répartition qui considère que la part de marché de la famille, la part de marché du produit au sein de la famille doit refléter la part de linéaire qu'on lui donne. Autrement dit, ça veut dire que si une famille de produits est composée par exemple de 3 références qui représentent respectivement 50%, 30% ou 20% et 20% des ventes, bah, on va accorder 50% du linéaire à la première, 30% du linéaire à la seconde et 20% à la troisième. Donc ça, c'est le principe général. Après, comme on le disait tout à l'heure, bah, on peut faire varier en fonction des objectifs que l'on peut avoir de surexposition des produits pour favoriser les ventes ou alors pour favoriser la marge. Si on décide finalement de favoriser la marge, on va prendre plutôt des indicateurs de marge que des indicateurs de vente. Et pour voir si on a implanté correctement, ben, on va utiliser des indicateurs de contrôle de l'allocation du linéaire. Ces indicateurs de contrôle, on en a plusieurs, mais on en a 2 en particulier. On a un premier indicateur qui s'appelle l'IS, l'indice de sensibilité au chiffre d'affaires. L'indice de sensibilité au chiffre d'affaires, il détermine, donc c'est un indice, donc c'est un chiffre que l'on trouve qui se calcule par le pourcentage de chiffre d'affaires qui est dégagé par le produit par rapport au pourcentage de linéaire qui est occupé par un produit. Ce que l'on disait précédemment, c'est qu'un produit qui représente en général 50% des ventes de la famille de produits, on va lui donner 50% du linéaire. Donc, l'indice de sensibilité normal, théorique, est de 1. Un IS de 1 est un IS qui est normal. Si le produit représente 5% du chiffre d'affaires de la famille, on va lui donner 50% du linéaire. Donc 50% divisé par 50%, ça fait 1. Un indice de sensibilité de 1 est un indice normal. Ça veut dire que le produit, la référence, occupe la place qu'elle mérite. Elle représente 50% des ventes, on lui donne 50% du linéaire. Pour la marge, c'est la même chose. Donc, il y a un deuxième indice qui permet de contrôler les performances en termes de marge, c'est l'IR, l'indice de rentabilité, qu'on appelle aussi l'indice de sensibilité à la marge brute, qui se calcule par le pourcentage de marge brute divisé par le pourcentage de linéaire occupé par le produit. Donc là aussi, l'objectif est de donner au produit le linéaire qu'il mérite en fonction du pourcentage de marge qu'il dégage. Là, on va reprendre un exemple. Donc, on reprend notre exemple de planogramme que l'on a vu précédemment. On a donc nos 2 références, la référence A et la référence B. Si on considère que la référence A représente 60% de la famille de produits et qu'on lui a accordé 40% du linéaire, on va calculer son IS. Et son IS ici, qui est donc le pourcentage de chiffre d'affaires divisé par le pourcentage de linéaire, nous permet d'obtenir un IS de 60% divisé par 40%, autrement dit 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'on a donné 40% du linéaire à la référence A, or la référence génère 60% du linéaire. Donc c'est un produit qui surperforme, qui se vend plus que il devrait dégager comme chiffre d'affaires compte tenu de sa place en linéaire. Donc, avec un IS de 1,5, on est amené à prendre une décision qui est qu'on doit lui augmenter sa place en linéaire. C'est un produit qui se vend très bien. Donc, on considère que si on lui donnait encore plus de linéaire, on en vendrait davantage. Donc, un IS supérieur à 1 nous amène à considérer que le produit surperforme en termes de vente.
A contrario, ici, la référence B, on lui a donné beaucoup de linéaire, 60% du linéaire. Or, le produit ne génère que 40% du chiffre d'affaires. Donc, c'est un produit qui sous-performe. L'IS est inférieur à 1. C'est un produit probablement qui mériterait qu'on lui réduise sa part de linéaire. Donc, le calcul a été fait sur un chiffre d'affaires total de 10 000 euros et sur 80 faciles. On a donc deux indicateurs, l'IS et l'IR, et on a 4 situations possibles. Un produit peut avoir un IS qui est supérieur à 1 et un IR qui est supérieur à 1, ou alors un IS qui est supérieur à 1, mais un IR, donc un indice de rentabilité, qui est inférieur à 1. Autrement dit, une marge dégagée qui est inférieure à ce que le produit devrait dégager compte tenu de ce qu'on lui a donné comme part de linéaire. Autrement dit, on a 4 configurations possibles. Première configuration, on a un bon chiffre d'affaires, mais une rentabilité qui est faible au regard de la place qu'on a donnée en linéaire au produit. Donc ça, en général, c'est le cas des produits d'appel, tous les produits de grandes marques, les marques nationales leaders. Elles génèrent un chiffre d'affaires important, mais en général, on a appliqué un prix, une marge relativement basse pour pouvoir concurrencer nos concurrents, être bien placé en termes de prix, être compétitif. Donc, ça peut être un choix et donc on peut rester en l'état. Ou alors, ça veut dire que le prix qu'on a fixé pour un produit qui n'est pas un produit de grande marque est un prix qui est trop faible et donc la marge qui est générée est inférieure à ce que normalement elle devrait générer. Deuxième exemple de produit, type de produit, on a un produit qui génère un chiffre d'affaires et une marge qui sont importantes. Par rapport à la part de linéaire. Donc, c'est un produit qui est gagnant, c'est un produit qui se vend beaucoup. Et donc, très probablement, aujourd'hui, si on lui donnait à ce produit un linéaire plus important, on vendrait encore davantage de produits. Donc, c'est un produit qui génère plus de chiffre d'affaires et plus de marge qu'il ne devrait en générer compte tenu de sa part de linéaire. Donc, il a un chiffre d'affaires et une marge réels qui sont supérieurs à son chiffre d'affaires et à sa marge théorique compte tenu de sa part de linéaire. Encore une fois, avec cette idée que de manière classique, un produit génère une part de chiffre d'affaires qui est équivalente à sa part de linéaire. En dessous, on a un produit qui génère un chiffre d'affaires, en dessous et à droite, on a un produit qui se vend faiblement, mais qui génère beaucoup de marge. Donc, c'est probablement un produit à potentiel, un produit nouveau, par exemple, ou un produit de marque régionale qui n'est pas très connu, mais par contre, il génère une marge importante. Donc, c'est un produit qui peut-être, s'il avait plus de visibilité, permettrait de générer encore davantage de marge, puisque davantage de chiffre d'affaires, il générerait aussi davantage de marge encore pour le distributeur. Donc, il pourrait se vendre davantage. Donc, c'est un produit qui est intéressant pour un distributeur. Et puis, en bas à gauche, c'est un produit qu'on qualifie de produit perdant. Il a un chiffre d'affaires et une marge en dessous de ce qu'il devrait générer par rapport à sa part de linéaire. Donc, soit il occupe trop de place dans le linéaire parce que il n'a pas de bons résultats ni en chiffre d'affaires ni en termes de marge. Donc, ce produit, soit on réduit sa part de linéaire, soit on l'enlève du linéaire. C'est un produit qui n'est pas intéressant pour le distributeur. Donc, 4 configurations qui amènent en fait à prendre des décisions différentes. Donc, quand on a un IS supérieur à 1 et un IR supérieur à 1, le produit est donc sous-représenté, on a des très bonnes performances et on a probablement intérêt à augmenter la part de linéaire parce qu'on est quasiment certain que les ventes vont augmenter et donc la marge également, puisqu'on est en situation d'un produit qui génère de la marge par rapport à la famille de produits.
Deuxième configuration, c'est la configuration inverse, hein, un produit qui a un IS inférieur à 1 et un IR inférieur à 1, donc des indicateurs qui sont mauvais. On considère que le produit a trop de place en linéaire, il est surreprésenté par rapport à ce qu'il mérite, et donc il faut diminuer le linéaire, voire l'enlever du linéaire, hein, abandonner le produit. Et puis les situations qui sont les plus difficiles en général, c'est les situations dans lesquelles vous avez un IR et un IS qui ne sont pas dans la même configuration. Donc là, un IS supérieur à 1, ça veut dire que le produit surperforme en termes de chiffre d'affaires, mais par contre, il sous-performe en termes de marge par rapport à la place en linéaire qu'on lui a donnée. Donc là, la marge brute est insuffisante. Soit on laisse le produit en l'état si c'est un produit leader et qu'il est normal que le produit génère peu de marge parce qu'il faut être compétitif sur les produits de marque nationale leader, soit le produit a un prix qui est insuffisant, une marge qui est insuffisante et donc il va falloir augmenter sa marge. Et puis enfin, quand on a un IS inférieur à 1 et un IR supérieur à 1, ça veut dire que le chiffre d'affaires est insuffisant au regard de la place en linéaire et qu'il faut accélérer la rotation, mais c'est difficile de donner plus de place puisque on est dans une situation où en termes d'IR, on surperforme. Donc, pour donner plus de visibilité au produit, on peut par exemple modifier l'emplacement et le mettre à hauteur des yeux. Si on donne plus de visibilité sans augmenter la place en linéaire, il en a suffisamment au regard de l'indice de rentabilité. On peut par exemple mettre le produit à un endroit un petit peu plus visible, au milieu du rayon ou à hauteur des yeux par exemple. Donc, l'analyse de ces résultats doit permettre de mettre en place des modifications d'emplacement de linéaire ou d'allocation de linéaire. On peut être amené à abandonner certains produits. On peut être amené à modifier l'emplacement des produits, donc hauteur des yeux, hauteur du sol, entrée de rayon, milieu de rayon, fin de rayon. On peut être amené à réallouer sa place en linéaire. La réallocation du linéaire, ça veut dire qu'on va diminuer le nombre de facings ou augmenter le nombre de facings, alors que précédemment, on ne change pas le nombre de facings, on change l'emplacement du produit. Et puis, on peut aussi être amené à modifier les marges, donc les prix pour modifier les marges, hein, augmenter les prix pour améliorer la marge, augmenter les marges. Alors, on va prendre un exemple avec une famille de produits qui est le rayon des laitages. Par exemple, donc un chef de rayon qui opère dans le rayon laitage du magasin Franprix de Créteil fait les constats suivants. Il a dans son rayon, donc on va analyser la famille des yaourts blancs. On a dans cette famille 5 références, enfin 5 sous-familles de produits par référence. Là, on va travailler à la sous-famille, pas à la référence. On a la sous-famille des produits nature, la sous-famille du lait entier, la sous-famille des brassés nature, la sous-famille des yaourts sucrés et puis les autres yaourts. La situation, c'est qu'on a un chiffre d'affaires total d'un peu plus de 121 millions d'euros, qui est une famille de produits qui génère 17,59% du rayon des laitages, et puis qui occupe 16%, un peu plus de 16% du linéaire de l'ensemble du rayon laitage. Et puis vous avez donc des chiffres qui vous sont donnés pour chacune des sous-familles. La question qui est posée, c'est de faire une analyse de cette famille des yaourts blancs et des sous-familles de produits et de proposer des actions pour optimiser le rayon. Donc l'objectif, c'est de voir comment on peut réorganiser la famille des yaourts blancs pour optimiser le rayon, soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes de marge, soit les deux évidemment. Donc, on va faire une analyse et on va essayer de se poser la question de savoir si chaque référence, nature, lait entier, enfin, ce ne sont pas tout à fait des références, mais plutôt des sous-familles, si chaque sous-famille, qu'on va appeler référence ici par souci de simplification, a le linéaire qu'elle mérite. Pour voir si elle a le linéaire qu'elle mérite, on va calculer les IS et les IR, les indices de sensibilité et les indices de rentabilité. Donc, pour ça,
comment on fait? On va d'abord calculer, je vous rappelle que pour calculer l'indice de sensibilité, on fait le pourcentage de chiffre d'affaires de la sous-famille de produits divisé par le pourcentage de linéaire de la sous-famille. Et puis pour l'IR, on va calculer le pourcentage de marge brute divisé par le pourcentage de linéaire. Donc pour pouvoir calculer l'IS et l'IR et dire si chaque sous-famille de produits a le linéaire qu'elle mérite, il faut donc calculer l'IS et l'IR et donc passer par le calcul du pourcentage de chiffre d'affaires et du pourcentage de marge. Donc si on calcule le pourcentage de chiffre d'affaires, ici on a les produits nature qui représentent 25% du chiffre d'affaires de la famille des yaourts. Pourquoi 25% du chiffre d'affaires? On a divisé le chiffre d'affaires de la famille des produits nature par 121 560 € qui correspond au chiffre d'affaires de l'ensemble des yaourts, de la famille des yaourts que l'on a vu précédemment. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires total des yaourts représente un peu plus de 121 000 €. Donc, on obtient ici le pourcentage de chiffre d'affaires. Et on fait la même chose pour les autres références. Deuxième étape, on va déterminer le pourcentage de marge brute. Donc, pour déterminer le pourcentage de marge brute, on va déterminer d'abord la marge brute, puisqu'on ne nous l'a pas donnée, on va la calculer. On a le pourcentage de marge brute qui vous est donné dans le tableau précédent, qui nous permet de déterminer, puisqu'on a vu ensemble le pourcentage de marge ici, on va déterminer le pourcentage de marge brute, donc 33% de l'ensemble, enfin la sous-famille des produits nature représente 33% de l'ensemble des ventes des yaourts. Et donc, 7 076 € de marge brute représente donc 33% des 21 000 € de marge brute qui représente l'ensemble de la famille des produits, l'ensemble de la famille des yaourts. Donc, on a déterminé le pourcentage de marge brute, on a déterminé le pourcentage de chiffre d'affaires et on peut donc calculer par rapport au linéaire développé qui est donné, on sait quelle est la répartition du linéaire développé. Alors que je ne vous ai pas donné précédemment, mais que le chef de rayon a à sa disposition, évidemment. On sait que le linéaire développé des yaourts nature, de la sous-famille yaourt nature, représente 5,25 mètres sur un total de 16,13 mètres. Donc, les yaourts nature représentent 32,5% du linéaire. Donc, on a ici le pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits, le pourcentage de marge brute de chacun des produits, le pourcentage de linéaire de chacun des produits, enfin des sous-familles de produits. Donc, on va pouvoir déterminer l'IS et l'IR, sachant que l'IS se calcule par le pourcentage de chiffre d'affaires divisé par le pourcentage de linéaire et que l'IR se calcule par le pourcentage de la marge brute divisé par le pourcentage de linéaire. Donc, on peut calculer l'IS et l'IR pour chacun des produits. Sur le produit la sous-famille des yaourts nature, on a un IS de 0,77. Donc, on a divisé le pourcentage de chiffre d'affaires par le pourcentage de linéaire. On obtient donc 0,77 et on a un IR de 1,02. Et on fait la même chose sur chacun des produits. Et donc, on va en tirer des conclusions. On va interpréter. Avant de donner des recommandations, on interprète. Donc, en termes d'interprétation, les produits nature, les yaourts nature, ont donc un IR de 1, quasiment, donc une rentabilité qui est satisfaisante, mais par contre, des ventes qui sont en dessous 0,77, un indice de sensibilité de 0,77, ça veut dire qu'on vend moins par rapport à ce qu'on pourrait attendre compte tenu de ce qu'on a attribué comme linéaire au produit. Donc, les rotations sont insuffisantes, les ventes sont insuffisantes. Donc,
Comme l'IR est satisfaisant, on ne va pas diminuer le linéaire, mais par contre, on va modifier l'emplacement pour donner plus de visibilité. Si l'IR avait été inférieur à 1 et l'IS inférieur à 1, on aurait diminué le linéaire. C'est le cas des brassés c'est le cas des yaourts sucrés. Les yaourts sucrés ici ont un indice de sensibilité inférieur à 1, un IR inférieur à 1, donc le produit a trop de linéaire par rapport à ce qu'il génère en chiffre d'affaires et en marge, il est donc surreprésenté, donc on diminue le linéaire. Mais quand vous avez une situation favorable et une situation défavorable, on ne change pas la place attribuée, enfin on ne change pas l'allocation du linéaire, donc le nombre de facings ou le linéaire développé. Par contre, on va changer l'emplacement. Ici, vous avez donc une situation où l'IS et l'IR sont supérieurs à 1. Le produit est donc surreprésenté. On va donc, il est sous-représenté, pardon. Le produit se vend plus que ce qu'on lui a donné comme linéaire. On va augmenter son linéaire. Voilà. Et donc, là, on a un produit qui a un IS supérieur à 1, un IR inférieur à 1. Donc, les ventes sont bonnes, mais la rentabilité n'est pas suffisante. Donc, on va augmenter le prix pour augmenter la marge si on n'est pas, encore une fois, dans la configuration d'un produit de marque nationale leader sur lequel on accepte que la marge soit basse. Et puis, pour les autres produits, on a un IS et un IR qui sont tous les deux largement supérieurs à 1. Donc, le produit est fortement sous-représenté. On va donc augmenter le linéaire pour donner à ces produits-là la place qu'ils méritent. Alors, une fois qu'on a organisé le linéaire et qu'on a contrôlé la place qu'on a allouée à chacun des produits, on travaille sur l'animation du rayon. Donc, on va essayer de regarder quels sont les outils, donc c'est dans un deuxième temps, quels sont les outils qu'on peut utiliser. On va le regarder par des exemples pour pouvoir stimuler les ventes, animer le rayon, animer les produits, valoriser les produits dans les rayons. Donc, on a 4 techniques d'animation. On peut faire de la stimulation par l'information, par l'implantation, par la démonstration et par l'implication du consommateur, sachant que le degré de complexité est d'autant plus important qu'on avance, qu'on va vers la stimulation par l'implication. Alors pour ça, on va prendre quelques exemples. La stimulation par l'information, on peut l'obtenir par le balisage. On stimule le consommateur, on lui donne des informations, on lui apporte des éléments qui lui permettent de déclencher chez lui un achat ou pas. Donc par l'information, par exemple, ici sur l'origine du produit. On peut aussi mettre en avant des stop rayons, des affiches, des kakémonos, donc toutes les informations qui permettent d'informer, de donner un indice sur un produit. Ici, vous avez un stop rayon, enfin 2 stop rayons avec écrit nouveau. Ça permet d'attirer l'œil du consommateur quand il est dans les rayons. Ça peut être aussi par de l'information objective. Ici, vous avez une présentation chez Sephora qui consiste à mettre en évidence et à informer des ventes numéro 1, numéro 2, numéro 3. Autrement dit, quand le client veut acheter une crème et qu'il ne sait pas quelle crème choisir, l'information sur les produits les plus vendus peut l'inciter à lui donner des éléments pour faire son achat et donc l'inciter à acheter un produit en se disant que si le produit est le plus vendu, c'est que probablement il est bon. Mais ça peut être aussi par de la publicité sur le lieu de vente, avec des displays qui sont présentés sur des rayons ou dans des espaces du magasin et qui donnent de l'information. Alors, la PLV est une information qui n'est pas forcément objective. La PLV, ça veut dire publicité. Donc, dans la publicité, publicité sur le lieu de vente, dans la publicité, l'information, même si elle doit rester vraie, elle n'est pas forcément objective. Contrairement à l'ILV, l'information sur le lieu de vente, qui, elle, est objective. Deuxième type de stimulation, l'information par l'implantation. Donc, quand on implante, on va stimuler le consommateur par un rayon qui va être rempli, dont le balisage va être fait,
et il va être le produit, les produits sont avancés, il n'y a pas de trou dans les rayons, donc ça donne envie d'acheter. Par des implantations croisées, donc du cross-merchandising. Ici, vous avez des cerneaux de noix qui sont présentés à côté du rayon salade. Donc, on va stimuler le consommateur par des propositions de produits complémentaires. Ça peut être aussi par des effets de masse. Quand vous avez des effets de masse, ça attire l'œil du consommateur et ça donne envie d'acheter par l'impression que probablement il y a une opération intéressante et des affaires à réaliser. Et puis, ça peut être aussi par l'environnement qualitatif. Ici, vous avez de l'eau qui est des brumisateurs, pardon, qui sont présents dans le rayon des fruits et légumes et qui permettent de maintenir les salades fraîches et donc de donner davantage envie aux consommateurs. La stimulation, elle peut se faire aussi sur Internet. Ici, on a le panier qui a été acheté par le consommateur et vous avez des suggestions de produits complémentaires qui sont proposés. Donc, le consommateur a acheté des steaks hachés et on lui dit que ça peut être délicieux avec des frites juste au four de McCain. Donc, on est sur des implantations croisées qui peuvent se faire aussi sur Internet, hein, pas seulement en magasin. Troisième type de stimulation, la stimulation par la démonstration. Donc ici, on va, par la présence d'un vendeur, par la mise en évidence d'une opération promotionnelle où on met très clairement l'intérêt que va avoir le client, donc le prix avant, le prix après et l'économie qu'il fait, donc l'avantage consommateur, on met en évidence le bénéfice consommateur. Par des mises en situation aussi, chez Ikea aussi, des produits qui sont mis en scène, mis en situation et qui permettent de démontrer l'intérêt du produit. Et puis enfin, la stimulation par l'implication. Donc, on va stimuler le consommateur en l'impliquant dans le processus de création. Donc, ici, une enseigne qui a été présente en France, Build-A-Bear, pendant quelques années, mais qui n'est plus en France aujourd'hui, mais que l'on retrouve aux États-Unis, par exemple, qui implique le consommateur dans la fabrication de l'ours en peluche. Donc, en impliquant le consommateur, on le stimule, on lui donne envie d'acheter. Ici, chez Nike, la personnalisation des chaussures. Là, chez Nature et Découverte, la proposition d'arrondir son ticket au prix supérieur. Donc, on implique le consommateur et on l'incite. Donc, on incite à acheter davantage, à augmenter son ticket moyen. Ou ici aussi, enfin, chez Leroy Merlin, où Leroy Merlin a ouvert un appartement dans le 17e arrondissement de Paris qui s'appelle l'Appart, où on a la possibilité de prendre rendez-vous et de discuter avec des vendeurs qui ne sont pas tout à fait des vendeurs, qui sont plutôt des conseillers qui vous accompagnent et qui vous aident à finaliser votre projet de création. Dans un magasin, ça ne se passe pas toujours de manière optimale. On sait qu'il y a des règles, mais il y a aussi des implantations qui sont ratées. Et là, je vous propose quelques exemples pour voir que tout n'est pas toujours optimal. Ici, Nutella, les mêmes produits, hein, le même produit, Nutella, la même proposition qui est faite, avec des… Alors ici, un Nutella offre spéciale, alors qu'ici, le Nutella est en offre normale. Et ici, vous avez des écarts de prix où l'offre Nutella à 3,55 est supérieure à l'offre Nutella classique à 3,42. Donc, ça, c'est une erreur de balisage de prix qui a été faite par le chef de rayon. Ici, c'est la même chose, hein. Vous avez un même produit qui est à 2,45 ou à 2,80 avec un packaging différent et des offres promotionnelles qui sont différentes sur lesquelles on ne comprend pas grand-chose. Et quand on ne comprend pas, on n'achète pas. Alors là, une implantation très bizarre d'un stop rayon où Carrefour vous propose de louer un véhicule utilitaire dans le rayon des quenelles. C'est quand même pas très pertinent. Donc là, c'est un mauvais endroit pour pouvoir vanter la location des véhicules utilitaires.
Là aussi, hein, un écriteau qui a été mis dans un magasin Carrefour également, un écriteau sur lequel vous avez nourrir un chaton avec une photo de chien, c'est quand même assez malvenu. Là, la photo d'un rayon boulangerie dans un magasin Carrefour Market à 15 heures de l'après-midi avec des ruptures importantes, là, on voit bien un rayon qui ne donne pas du tout envie d'acheter. Là aussi, une communication qui est faite, qui est tellement compliquée qu'on n'y comprend rien. En fait. Là, on vous dit moins 75% sur le deuxième produit acheté. Et puis, dans chacun des cadrans, on traite d'un produit en particulier. Donc, sur celui-ci, il y a moins 75 sur le deuxième produit et 40% gratuit sur la deuxième boîte. Finalement, 2,99 sur le lot de 2, on ne comprend pas grand-chose. Quand c'est difficile et que l'on ne comprend pas, on n'achète pas. Là aussi, faire des opérations promotionnelles pour proposer une réduction de prix de 0,02 euros, ça ne sert à rien. D'abord, l'affiche est moche et c'est le Big Bang. Un produit acheté, un produit offert, soit 50% de baisse de prix, alors qu'on vous propose 2 centimes d'euros de réduction sur le produit. D'abord, l'affiche est fausse. Et en plus, Big Bang pour 2 centimes, vraiment, ça ne sert à rien. Ça fait sourire le consommateur et donc le distributeur n'est pas crédible. Là encore, hein, avoir des cartons à 10 heures du matin dans un magasin, c'est pas bon pour l'expérience client. Donc, ça n'est pas un bon signal que l'on renvoie au client. Des prix là, qui sont positionnés pour des chocolats, avec des prix qui sont tous différents pour chacune des références de chocolat, c'est impossible pour le consommateur de trouver le bon prix qui correspond au bon produit. Là aussi, l'éco-recharge est à 4,74 € par rapport au pack normal en verre. A priori, ça paraît moins cher, mais quand vous regardez attentivement, c'est en petit, vous ne voyez pas bien, mais le prix au kilo, l'éco-recharge est vendu plus cher que le bocal en verre. Donc, quand le consommateur regarde un peu plus près, il se rend compte finalement que l'affichage du prix n'est pas très sérieux. Et puis enfin, dernier exemple, vous avez, c'est un peu la même chose que ce que vous avez précédemment. Ici, le pack de 2 gâteaux sablés qui est à 1,69 €. Ici, un pack seul qui est à 0,83 €. Et 0,83 € multiplié par 2, ça fait 1,66 €. Donc, quand vous le prenez à l'unité, c'est moins cher que quand vous le prenez en lot. Voilà, donc juste quelques exemples pour terminer notre cours sur le merchandising du rayon. Voilà pour aujourd'hui.